Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce débriefing de la partie de X and the Punk et je suis en compagnie de l'auteur comme Martin lui-même Ouais, auteur et joueur surtout, et j'allais dire. joueur. Donc nous avons joué récemment à ton jeu X and the Punk. Donc déjà il a une particularité ce jeu, c'est que c'est un jeu sans meneur. Hein, j'en ai Ouais. quelques-uns sur ma chaîne, j'ai eu Montségur 1244, il y avait eu Flotsam, mais j'en ai pas tant que ça. Donc ça me semblait intéressant de revenir un petit peu là-dessus, parce que en général je reviens un peu sur comment on prépare la partie. Là il n'y avait pas vraiment de préparation à faire, puisque le jeu c'est un peu du plug and play, quoi. Et donc voir un peu comment on s'organise dans un jeu sans meneur comme ça pour jouer. Déjà, le fait de que ce soit un jeu sans meneur, c'est un choix qui s'est imposé au niveau du game design, tout ça, tout de suite pour toi. Ouais, complètement, d'autant plus que ce jeu, c'est en réalité un hack ou une version remix d'un projet plus grand qui est pas encore sorti, qui s'appelle X and the City, où tu as un peu le même présupposé de base, c'est-à-dire tu joues des sorcières qui se battent contre le patriarcat capitalisme, en gros, mais avec un aspect plus inspiré par les séries genre Charmed, Sex and the City, etc. Donc une ambiance assez différente. Mais je te dis ça parce que X and the City, c'est pour le coup un jeu avec MJ. Et quand m'est venue l'idée d'en faire une version punk, tout de suite, enfin vraiment très rapidement, je me suis dit qu'il fallait que j'enlève le MJ parce que, en fait, un jeu, enfin, comment dire, il y a cette idée quand même de cette notion d'autogestion finalement qui me paraissait intéressante d'explorer avec ce jeu-là. C'est-à-dire que c'est un jeu qui nécessite, comme tous les jeux sur MJ d'ailleurs, que les joueuses se remontent un peu les manches, se retroussent un peu les manches, prennent leurs responsabilités et gèrent le truc collectivement. Et finalement, on peut pas dire qu'il y a un message idéologique très fort sous cette décision, mais en tout cas, le fait de se dire, ok, comme dans un collectif, en fait, vous allez devoir comme vos personnages, vous débrouiller pour gérer les choses, ça me paraissait assez cohérent, quoi. Alors justement, avec l'ami Kanjar et puis d'autres, on s'était un peu penché sur toutes les tâches qui sont d'habitude dévolues aux meneurs de jeu. Et on avait essayé de lister un peu, et justement, ça nous servait pour essayer de voir comment on pouvait se répartir ces tâches dans un jeu sans MJ. Donc là, il y a la tâche de l'acheteur. Donc là, le jeu, c'est toi qui l'avais écrit. Donc c'est un jeu dont on peut actuellement, il est à disposition gratuitement, mais tu l'as fait. Enfin, on peut payer ce qu'on veut, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Il est sur Itch en version numérique, en payer ce qu'on veut, y compris gratos, hein, c'est tout à fait OK. Et là, je suis en train de faire le financement participatif pour ce jeu-là et deux autres jeux, pour en produire, en réalité pour en rembourser la version imprimée, puisque c'est Nimaël donc, qui me seconde sur la maquette, les illustrations et l'impression. Enfin qui me seconde, même c'est même un rôle plus important que le mien, je pense, presque. Et bref, on a déjà lancé un tirage, et donc le financement participatif sert à ça. Mais sinon, le jeu est et sera toujours dispo gratuitement en ligne, ouais. Donc effectivement, le rôle de l'acheteur, du coup, c'est juste tu télécharges quoi. Après, il y avait le rôle de l'organisateur. Là, c'est un rôle qu'on s'est un peu partagé au niveau pour caler la date de la partie, pour se rassembler les joueurs, etc. Le rôle de l'hôte, c'est-à-dire celui qui prépare un petit peu le cadre de jeu, là, c'est toi qui avais préparé le Miro. Hein. Moi, j'ai ajusté des petites Ouais. choses, mais c'est toi qui avais préparé ça. Et puis, assez naturellement, tu as fait le rôle de référent technique dans la partie. C'est toi qui, comme tu avais écrit les règles, c'est toi qui nous a un peu guidé sur l'utilisation des règles. Et puis, par contre, j'ai eu l'impression. Pas, Oui, vas-y, je t'en prie. Ouais, non, pardon, je me permets Oui, pas oui. complètement, et je trouvais ça intéressant d'ailleurs parce que c'est un jeu dont les règles bon, sont très simples, hein, honnêtement. Ce qu'on voit pendant la partie, c'est pas tu vois, une version simplifiée et tout, c'est vraiment 100% des règles. Mais c'est vrai que quand je le présente, que ce soit en convention ou sur des chaînes, etc., il y a quand même des petits bouts de règles qu'en général on n'utilise pas trop, notamment la règle de la triche. Bon, parfois elle rentre en jeu, mais la règle que en général je n'explique pas, et d'ailleurs là je ne l'ai pas expliqué non plus, c'est la règle des effets bonus pour les décors. Parce que voilà, elle rajoute un peu de complexité qui est intéressante, mais quand on est sur un temps limité, je me dis vaut mieux aller à l'essentiel. Et pour le coup, c'est toi qui t'en es emparé à un
un moment en disant bah tiens, je dépense les pièces pour faire ça, alors que j'avais pas expliqué explicitement que c'est ce qu'il fallait faire. Donc voilà, tu m'as quand même secondé sur cette tâche. Ensuite, il y a le rôle d'arbitre. Là, je pense que c'est un rôle qu'on a tous tenu un petit peu hein, sur quand est-ce qu'on fallait appliquer la mécanique, quand est-ce que, comme tu dis, quelles règles on utilisait ou comment on s'organisait. Le rôle de scénariste, c'est assez particulier ici parce qu'en fait, le jeu propose un cadre. Il balise très bien, je trouve, le déroulement de la partie. Il y a l'élément déclencheur et il y a des choses qui sont fournies. Il y a le nombre de péripéties qui équivaut au nombre de joueurs. Et il y a la rencontre avec le boss final. Ouais, ça c'est un truc comment dire, c'est des leçons que j'ai tirées à la fois de mes jeux précédents, notamment Aventura Plume, mais aussi de mes expériences de jeu avec les jeux sur MJ en général. Je trouve que c'est la chose la plus difficile euh, à, pour faire en sorte que ça se passe bien, c'est le rythme en fait. Euh, c'est même pas tant une question de qu'est-ce qu'on fait ensuite dans le scénar, parce que ça, en général, tu trouves des choses à faire, à mettre en scène, etc. Mais la question de rythme, et notamment d'éviter, alors ça dépend des jeux, il y a des jeux qui appellent ces moments de pause dans la fiction, comme les jeux Belonging Outside Belonging. Mais c'est vrai que pour un jeu comme Ex and the Punks, c'est voilà, où quand même il y a une idée d'aller vite, on va dire, même s'il peut y avoir aussi des moments plus calmes. Ça aurait été gênant qu'il y ait trop de moments un peu de bon, mais alors là maintenant, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et donc, ça me semblait assez essentiel de fournir à la fois un point de départ, et puis en fait, si tu sais pas quoi faire dans la partie, t'as ces trucs minimum à respecter. Ok. Et d'ailleurs, j'ai fait une partie comme ça où chaque scène, il y avait une péripétie. Tac, tac, tac. Donc au bout de 20 minutes, t'arrives face au grand méchant. Et c'est pas un problème en soi. Ça donne une partie assez différente et effectivement plus rapide. Mais si tu sais pas quoi faire, tu peux suivre ça et arriver au bout. Et je pense arriver à quand même quelque chose de satisfaisant. Après, c'est vrai que je pense, cette idée ouais, du scénario, on va dire, ou du rôle du scénariste, c'est un peu l'obstacle principal des jeux sans MJ. Justement, ce qu'on peut reprocher parfois aux jeux sur MJ, c'est que parfois, et là dans Ex on the Punk, c'est le cas, c'est sur les joueurs eux-mêmes qui proposent les péripéties. C'est le fameux principe de Chege, je vais essayer de ne pas écorcher son nom, ce principe dit, c'est pas très fun d'être à la fois celui qui va proposer la péripétie et qui va la résoudre. Qu'est-ce que tu en penses, toi, à ce moment-là, par rapport à ce qu'on a pu jouer? Ouais, j'ai jamais été convaincu par la pertinence du principe de Cheguet. D'ailleurs, il me semble que lui-même, Paul Cheguet, est revenu un peu dessus en disant que bon, finalement, parce que lui, maintenant, il est à fond dans le jeu solo, donc du coup, je pense qu'il en est un peu revenu. Je comprends hein, tout à fait. Je pense que ça peut désarçonner, mais en réalité, je suis pas sûr que ce soit si dérangeant. Il y a beaucoup de jeux qui appliquent ce principe sur une autre échelle en disant par exemple si c'est toi qui réussis, c'est plutôt le MJ ou les autres joueurs qui vont raconter. Par contre, si tu rates, c'est toi qui racontes. Des choses un peu comme ça. Je pense que c'est Psyrun qui fait ça notamment. C'est une façon en fait finalement d'appliquer ce principe-là. Après, je pense que c'est bien que le jeu laisse la porte ouverte là-dessus. C'est-à-dire la possibilité si tu sais pas, ou si t'as pas envie de raconter tes réussites, tes échecs, bah, tu peux te tourner vers quelqu'un d'autre qui va le faire pour toi. Ex and the Punks le propose pas systématiquement. Ne propose pas systématiquement cette option-là, sauf dans le cas des lancers de sorts, puisque, et là aussi c'était volontaire en fait, parce que comme le système de sorts c'est, en gros, tu peux faire tout ce que tu veux comme magie, et l'intérêt d'un test, en l'occurrence d'une dépense de pièces, c'est pas est-ce que le sort va réussir ou rater, c'est quelles vont être les conséquences imprévues. Et pour le coup, comme on parle de conséquences imprévues, ça me paraissait un peu étrange de les laisser. Enfin, plutôt pour accentuer ce côté imprévu, ça me paraissait plus intéressant de les mettre dans les mains des autres joueuses. Donc c'est pour ça que, en gros, tu dépenses tes pièces et ensuite c'est quelqu'un d'autre autour de la table qui raconte l'effet du sort. Parce que comme ça, même toi en tant que joueur, tu ne sais pas exactement ce qui va se passer, quoi.
Là, moi, ce que j'ai remarqué, alors moi, pour moi, l'intérêt aussi de poser ces péripéties, les résoudre, c'était de voir aussi comment on allait les résoudre. C'est-à-dire, on avait beau poser la péripétie, on savait pas comment forcément elle allait être résolue. Et là, c'est les autres joueurs aussi qui amenaient des idées, et c'est aussi intéressant de découvrir ça, quoi. Ça va être un point intéressant. Ouais, il y a un côté presque OSR en fait, hein. Tu vois, dans les jeux OSR, souvent, ce qu'ils conseillent, exploration de donjons, le MJ va mettre un piège ou un obstacle, mais sans idée préconçue sur comment le résoudre. Et c'est l'inventivité des joueurs et des joueuses qui va finir par y trouver une solution. Et je trouve que c'est quelque chose qui s'applique enfin, à tout type de jeu de rôle, quoi. Même, à mon avis, dans des jeux avec scénario scripté, c'est toujours intéressant de se laisser. Bah, en fait, en tant que MJ ou en tant que joueur, quoi, t'as envie d'être surpris, parce que si tu suis un script de A à Z, c'est un peu chiant, quoi. Donc, le côté, je pose un truc, et puis on va voir où ça mène, sans idée préconçue, ça c'est plus, comment dire, prégnant dans le jeu sans MJ, mais je pense que c'est une composante essentielle du jeu de rôle en général. Là, il m'a semblé aussi qu'il y avait une particularité dans X and the Punk, c'est que j'ai eu le sentiment qu'on ne pouvait pas vraiment échouer. C'est-à-dire que au niveau du design, notamment dans le face-à-face avec le boss final, ce qui nous intéresse plutôt, c'est comment on va le battre, par quels moyens, mais en fait, on va réussir à le battre, j'ai l'impression. Oui, disons que c'est possible d'échouer. D'ailleurs, moi, j'ai fait des tirages de pièces nullissimes, donc tu peux échouer à une action ponctuellement, mais en fait, effectivement, c'est des échecs qui ne font que rajouter des rebondissements ou des retardateurs, on va dire, dans l'histoire. T'as tout à fait raison, le boss final, tu peux pas échouer, puisque finalement, tu vas lui faire réduire son score au fur et à mesure. Il n'y a pas de configuration mécanique possible où à un moment tu ne peux plus lui faire baisser son score. Et lui, là, il peut répliquer, quoi, mais c'est pareil, c'est des répliques qui vont amener des rebondissements et pas un échec. Et ça, bon, pareil, c'est tout à fait volontaire. Ça reste quand même un jeu qui se veut positif. Ça m'aurait J'aurais trouvé ça problématique que le jeu te dise bon ben tu vois en fait je dis n'importe quoi, le changement climatique tu peux pas agir à grande échelle dessus dans la vraie vie, mais là il y a un boss qui est un grand méchant avec des usines etc, tu vas lui botter le cul et que derrière le jeu te dise bah non en fait t'as raté et la situation empire. C'était pas trop dans l'esprit du jeu quoi. Donc oui, pareil, je pense pas que ce soit un souci. Peut-être que ça aurait mérité d'être un peu plus explicité dans les intentions du jeu. Euh, mais voilà, j'assume ce choix, comme dirait l'autre. Je rebondis d'ailleurs là-dessus parce que c'est quelque chose que tu as dit quand tu as présenté le jeu lorsqu'on a enregistré. Cette idée ben, que ce jeu, pour toi, donne la possibilité d'agir face à quelque chose où on peut se sentir démuni par ailleurs. Donc c'est un jeu auquel tu portes une visée politique d'une certaine façon. Enfin, qu'est-ce que... Ouais, ouais, alors après, bon, c'était de la politique facile, hein, honnêtement. Je suis pas. Comment dire, il y a d'autres créateurs et créatrices qui sont beaucoup plus doués que moi en la matière. Évidemment, notre ami Melville est le très bon exemple pour ça. Tu vois, un jeu comme notre Crépuscule, auquel tu as beaucoup joué sur la chaîne, je trouve que le message est beaucoup plus efficace et explicite. Là, tu vois, c'est quand même un message qui dit le capitalisme c'est pas bien et le patriarcat c'est pas bien non plus. Donc ça va, je m'engage pas non plus des masses. Euh, et c'est pas non plus un jeu qui a pour viser d'amener à une démarche politique ou militante ou idéologique dans la vraie vie. Pareil, il y a des jeux qui fonctionnent en ce sens, en disant bon ben en fait j'ai plus le titre en tête, mais il y a un jeu comme ça que j'avais lu il y a pas longtemps où vraiment le jeu te disait vous allez jouer des révolutionnaires pour que ensuite dans la vraie vie vous puissiez en gros préparer peut-être pas une insurrection mais au moins une grève ou une manif quoi. Ex and the Punk c'est pas du tout ça, c'est un jeu, j'ai tendance à le décrire comme un jeu défoulatoire et l'intention elle se résume à ça quoi. C'est en fait on sait que c'est difficile voire impossible d'agir sur ces systèmes dans la vraie vie,
Du coup, là, on se fait plaisir en imaginant une fiction où, en gros, on botte le cul à un avatar de Jeff Bezos ou Elon Musk ou Peter Thiel ou les autres. Et ça va pas beaucoup plus loin que ça, quoi. Donc c'est pour évacuer la frustration, quoi. Exactement, ouais, ouais. D'ailleurs, sur le côté punk, là, je reprends ma liste de rôles. Il y a le rôle de encyclopédiste. L'encyclopédiste, c'est celui qui connaît l'univers de jeu, qui sert de référence. Donc là, l'univers de jeu, c'est notre univers, mais avec une dimension un peu magique. Et surtout, ça s'appuyait aussi sur un esprit punk que tu évoques dans les règles, mais dans lesquelles tu ne développes pas cet esprit punk. Tu dis que c'est à chacun de définir qu'est-ce qui constitue l'esprit punk. Ouais, ouais, alors effectivement, ce cadre-là est plutôt réaliste. C'est le cas aussi du cadre des tagueuses. Les deux autres vont piocher dans la SF et dans le Sword and Sorcery, donc là c'est assez différent. Mais en fait, ça s'appuie de toute façon sur des codes ou des clichés ou des archétypes. Sans chercher à trop appuyer dessus justement. Je voulais pas, et c'est pour ça aussi que je définis pas exactement qu'est-ce que c'est l'esprit punk. Je voulais pas que ce soit un jeu de puriste, je voulais pas qu'on se dise ah mais moi j'écoute pas de punk, du coup je sais pas ce que je peux faire dans ce jeu et tout. Euh, j'ai l'impression en fait que le ton, la proposition, l'aspect visuel du jeu participe quand même à donner une certaine idée de qu'est-ce que c'est pour moi. Et après, effectivement, dans les règles, je le dis explicitement, si c'est quoi l'esprit punk, bah, j'en sais rien. Peut-être vous avez une autre définition que moi. Peut-être qu'autour de la table, on aura des définitions différentes. Tant que ça produit quand même, voilà, qu'on a un certain nombre d'idées, enfin de choses qui se rejoignent au niveau thématique ou au niveau du rythme, etc. Ça colle, quoi. Donc, je sais pas, une définition vraiment minimum, ce serait cette idée de pas se conforter, de pas se conformer, pardon, au, au- à ce qu'on nous impose. Et voilà, rejeter les normes, essayer d'aller au-delà de ce qu'on nous dit être possible de faire. Et tu notes, et c'est tout à fait volontaire, que là, tout ce que je dis, ça s'applique bien entendu non seulement à la culture punk en général, mais ça s'applique aux jeux de rôle et ça s'applique à la vie, quoi. Et quand tu as présenté le jeu dans le cadre de ta trilogie punk, ici tu as insisté sur le mot énergie concernant X and the Punk. Ouais. Est-ce que tu veux développer justement ça, ce côté énergie punk? Ouais, ouais, bah en fait, c'est vrai que chacun des trois jeux, je trouve, il y a un aspect un peu différent de ce que moi, personnellement, je mets derrière cet esprit punk, on va dire. Et c'est vrai que, voilà, pour citer brièvement les deux autres jeux, On était Punk, donc, qui est le jeu que j'ai coécrit avec Lisa Banana. On est plus du côté de la nostalgie, d'un truc un peu plus tendre aussi, vis-à-vis de cette scène alternative-là. Sex Violence Caca, là pour le coup, c'est vraiment le côté Destroy, le côté que je mentionnais juste avant de repousser les normes et les limites. Et Ex and the Punks, on est sur autre chose qui est plus de l'ordre. Alors, il y a effectivement de l'énergie qui tient peut-être à une énergie plus proche de la colère, mais j'avais envie que ce soit une colère joyeuse. Tu vois, les parties d'Ex and the Punks en général sont quand même. On rigole, quoi. On rigole quand même assez souvent. Ça reste assez joyeux. Et il y a aussi quelque chose de la sororité, quoi. C'est-à-dire que, pareil, il me semble que je sais plus si c'est écrit dans les règles, mais en tout cas, quelque chose que je dis souvent au niveau du début des parties, c'est que c'est un jeu dans lequel on part du présupposé que les personnages sont amis, qu'elles s'entendent bien, et qu'a priori elles vont se serrer les coudes face à l'adversité. Euh, et il y a aussi cette énergie-là du groupe qui, je trouve, ressort du jeu. Tu vois, la scène qu'on a faite à la fin, la scène de concert, c'est une scène que je crois souvent en dernière scène d'une partie d'Ex and the Punks avec des atours différents. Mais en gros, les personnages qui sont tout ensemble unis face au grand méchant. Et c'est en se mettant en commun, en réunissant leur énergie, qu'elles arrivent à lui botter les fesses. Ça, c'est vraiment effectivement quelque chose que je voulais qu'on trouve dans le jeu.
J'ai eu le sentiment aussi que chacun d'entre nous, on arrivait aussi avec notre vécu par rapport au punk, de ce qu'on avait pu lire, ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu écouter. Donc ça nourrit aussi, je pense, un peu la partie, et puisque chacun d'une façon différente. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui n'a pas du tout de contact avec la culture punk a suffisamment de billes quand même pour rentrer dedans? Ouais, je pense, en fait, j'ai fait quelques parties avec des gens qui, notamment en convention, avec des gens qui me disaient explicitement, bon, moi, par contre, le punk, j'y connais rien et tout. Je me souviens d'une partie à Octogone, on a fait avec le cadre Sword and Sorcery, spécifiquement parce que c'était des joueuses qui me disaient, voilà, moi, le punk, ça me parle pas plus que ça, mais avec ce cadre-là, Hmm. qui est plus proche d'un certain imaginaire, je me sens un peu plus à l'aise. Et en fait, je pense que à mon avis, même des gens qui connaissent rien au punk vont avoir quelques clichés en tête qui vont les aider tu vois, à s'immerger là-dedans. Et en fait, même si c'est pas le cas, je pense pas que ce soit très grave parce qu'encore une fois, ce jeu-là, c'est pas un jeu qui parle de punk en tant que musique ou même en tant qu'idéologie, même si dans le cadre qu'on a joué, bien sûr, ça transparaît plus que dans les autres. Euh, je pense que c'est vraiment ouais, cet esprit de, tu vois, en fait, tu donnes la possibilité aux gens de jouer des personnages qui sont rebelles dans un sens assez global et en fait, c'est pas si courant que ça en jeu de rôle, c'est-à-dire que même des personnages je sais pas, je prends un peu les clichés qui me viennent en tête, mais des personnages de guerriers ou de magiciens ou des personnages comme ça qui vont être héroïques, finalement sont aussi enfermés dans un certain nombre de carcans. Euh, donc c'est pas si commun de jouer des personnages où tu peux dire en gros fuck à tout. Et rien que ça, en fait, je pense, est suffisamment libérateur pour que, même en n'y connaissant rien du punk, tu peux quand même trouver à te lâcher d'une manière ou d'une autre, quoi. C'est vrai que souvent les personnages sont un peu au service de l'ordre établi et visent à restaurer un ordre qui a été mis à mal justement par les forces maléfiques en général. Ouais. Ouais. Bon. Au niveau de l'énergie justement et par rapport à la scène finale, il y a le rôle de DJ que le meneur de jeu peut donc assurer. Donc là c'est moi qui ai fait le DJ, qui ai mis de la musique. Donc là j'ai utilisé des sons qui étaient libres de droit, hein, qui sont proposés par YouTube, sans parole d'ailleurs. J'ai fait le choix aussi de ne pas mettre de parole. Est-ce que tu penses que ça a été quelque chose qui a apporté ou pas? Enfin, qu'est-ce que tu en penses de l'utilisation de la musique dans ce cadre-là Ouais, je trouve que moi j'aime bien la musique en général dans les jeux. Je trouve que effectivement dans les jeux sans MJ, c'est toujours intéressant parce que ça permet d'instaurer une espèce d'ambiance ou de ton sur lequel on peut bah, justement s'accorder et même s'accorder, tu vois, presque au sens musical, quoi. C'est-à-dire, euh, tu sais que si tu passes tel type de musique, euh, effectivement, c'est mieux si tu as préparé un peu avant. Ça permet de se mettre dans une même ambiance. C'est Thomas Munier d'ailleurs qui fait souvent ça, qui propose des listes assez conséquentes de musique pour ses jeux. Et je trouve que c'est une très bonne idée, quoi. Après, pour un jeu comme Extend the Punk, c'est compliqué. Je sais que je crois que c'est l'ami Vols qui disait quand je suis allé faire un actual play sur DD6 Plus Cool que c'était pas évident de mettre de la musique punk en fond parce que bah, c'est assez bruyant évidemment. Donc du coup, quand t'es à l'extérieur de la partie, ça peut être un peu distrayant, quoi. Après, moi j'aime bien. Je trouve que quand tu joues en vrai, c'est un peu plus facile. Et là encore, bah, l'énergie, c'est pas à toi que je vais la prendre. Ça apporte la musique, pardon, je voulais dire, ça apporte une certaine énergie. Et donc, bah, tu fais une partie d'Extend the Punks en passant pendant 2 heures des morceaux des années 70-80. Ça aide aussi sur cette question du rythme. C'est-à-dire que tu vas moins avoir envie de souffler si derrière t'as quelqu'un qui hurle et qui joue très fort de la guitare, quoi. Ou peut-être plus, je sais pas. Peut-être que tu vas en avoir marre plus vite. Après, il y avait le rôle de peintre. Le peintre, c'est celui qui décrit les décors, les personnages. Là, moi, durant la partie, à un moment, je me suis tourné vers vous en disant bah, à quoi il ressemble ce vendeur de disques.
Donc ça, je pense, c'est une technique qu'on peut utiliser assez facilement. Et c'est un peu pareil pour les PNJ, hein, le rôle d'acteur, le meneur de jeu qui incarne les PNJ. Là, les PNJ, il y en avait assez peu. Il y avait Maël, il y avait le vendeur de disques, il y avait le Octave. Et donc, on a alterné un petit peu ça, sachant que moi, je m'étais mis justement en retrait d'une des scènes, ce qui m'a permis d'être complètement disponible pour jouer le PNJ à ce moment-là, quoi, jouer Octave. Ouais, ça c'est vrai que la gestion des PNJ dans les jeux sans MJ, c'est toujours un peu délicat parce que bah, tu peux pas faire à la fois le PNJ et ton PJ. Là, pour le coup, il y a un vrai principe, je sais pas comment on peut l'appeler, mais clairement, tu peux pas faire un dialogue avec toi-même, quoi. Ça devient vite assez inintéressant. Et du coup, bah, pour incarner un PNJ, tu es obligé de te mettre en retrait. Et c'est moi souvent, effectivement, dans les jeux sans MJ, je remarque il y a beaucoup moins de PNJ, voire parfois il y en a pas. Et pas forcément parce que le jeu le prévoit comme tel, c'est une conséquence du fait que bah, pour jongler entre le moins de rôles possible, forcément tu limites ça, quoi. Mais sinon, comme tu le dis, t'es obligé de léguer cette responsabilité, même temporairement, aux autres. Et pour les décors, effectivement, je trouve que ce que tu as fait, c'était une bonne idée. C'est une bonne idée aussi enfin, pour l'apparence des choses, quoi. Souvent, ce que certains jeux sur MJ font, c'est de dire, tu vois, de codifier un peu plus ça en disant, bah, à chaque fois que vous arrivez dans un nouveau lieu ou un nouveau décor ou une nouvelle scène, on fait un tour de table et chacune ajoute un détail au décor, ce qui permet de faire une création commune, potentiellement aussi de s'accorder aux autres pour pas qu'on commence à avoir en tête des images dissonantes de du lieu dans lequel les PJ se trouvent. Et puis voilà, de pas non plus monopoliser cet imaginaire-là, quoi. Là, ça s'est fait assez naturellement entre nous, tout ça, y compris aussi pour tout ce qui était utilisation des ellipses. De dire, tiens, allez, bon, on a fini la scène, on va passer à autre chose. Est-ce que tu as des conseils à donner sur des gens qui n'ont pas l'habitude justement de cadrer des scènes comme ça et de voir quand est-ce que ça se termine, quand est-ce qu'il faut passer à autre chose? Ouais, alors sur tout ce qui est description, événements, etc., là aussi j'ai l'impression que ça arrive assez naturellement, enfin ça se débloque assez naturellement dans un jeu sans MJ. En fait, quand tu comprends que bah, il n'y a pas de MJ, donc il n'y a pas une personne qui a la main mise ou le dernier mot sur ces trucs-là, et que tout le monde est légitime à ajouter quelque chose, bah, en fait, souvent, tu as envie, quoi. Et pareil, moi, je vois souvent dans les jeux sans MJ des gens qui comprennent à un moment que, mais cette fois-ci, je peux décrire ça et personne va me dire non. Alors, évidemment, parfois, quand les choses ne fonctionnent pas, ne vont pas avec la cohérence esthétique du jeu ou tombent sous le coup d'une carte X, bon, bah là, les gens vont te stopper. Mais sinon, il y a vraiment ce côté de mais c'est chouette, moi aussi je peux contribuer et du coup ajouter plein de détails assez spontanément. Ça, je pense vraiment que c'est pas un souci à partir du moment où tu as ce truc en tête de tu es légitime à ajouter des choses et donc faut pas hésiter, quoi. Et sur les scènes, c'est vrai que là aussi c'est une question de rythme sur laquelle, à mon avis, il faut être plus vigilant que dans un jeu avec MJ, parce que, encore une fois, dans un jeu avec MJ, c'est le MJ qui a cette responsabilité, c'est-à-dire de couper ou de passer à la suite quand le rythme retombe, justement. Et ça, je pense que pareil, ça fait partie des choses un peu difficiles, euh, parce que t'as toujours un peu tendance à cette envie de faire un peu allonger la scène, parce que tu te dis bah c'est sympa, les personnages parlent entre eux, j'ai envie que ça continue, et sans forcément se rendre compte, ou plutôt en s'en rendant compte trop tard, que bah, le rythme en pâtit, quoi. Et donc à mon avis, ça dépend des jeux sans MJ, il y a des jeux plus qui invitent plus, encore une fois, à une ambiance plus longue, plus introspective, etc. Mais des jeux sans MJ qui sont centrés plus, on va dire, action au sens large du terme, à mon avis, il faut pas hésiter à couper tôt, quoi. C'est-à-dire à dire, bon, bah, en fait, là, on va pas avoir un dialogue mémorable pendant 10 minutes, mais c'est mieux de couper là et de faire une ellipse en disant, ok, ben maintenant, on est au lieu suivant et qu'est-ce qui se passe, plutôt que de raconter dans le détail. Après, je pense que c'est une question de rythme
qui est également valable pour les jeux avec MJ, sauf que, encore une fois, dans les jeux avec MJ, bah, là, il y a une personne qui prend cette responsabilité, donc en général, tu as tendance à déléguer ça, quoi, à pas t'en soucier. Et enfin, il y a un des rôles aussi qu'on avait noté, c'est le rôle de cheerleader. C'est la personne qui encourage les joueurs, qui soutient, qui amène de l'énergie. J'ai eu le sentiment que tu as à plusieurs reprises joué ce rôle. C'est-à-dire que j'ai noté en réécoutant la partie que tu validais souvent, enfin ou en tout cas que tu disais ah ça c'est chouette, enfin voilà, que tu intervenais. Et ça rejoint un peu cette idée aussi d'énergie, de sororité qui est portée dans le jeu. Voilà, il y avait ce côté-là aussi. Ouais, ça c'est vraiment mon penchant naturel de joueur. Je fais ça en général. Ça vient notamment de Eugénie je sais plus à quel point elle l'a théorisé ou explicité, etc. Mais c'est ce qu'elle appelle le cœur avec les doigts, quoi. C'est vraiment, t'as quelqu'un autour de la table qui fait un truc cool, tu lui signifies que c'était cool, et voilà, une espèce de validation. Et c'est ce que font d'ailleurs aussi. Il y a certains outils de sécurité émotionnelle qui intègrent ça maintenant, notamment. Non, c'est pas le système des feux tricolores, mais bref, je sais plus comment ça s'appelle, mais t'en as un comme ça où en gros ils disent bon bah quand ça va pas, quand c'est pas bien, signifiez-le, mais à l'inverse, quand vous êtes content, quand vous dites ouais continue comme ça, c'est trop bien, signifiez-le aussi parce que bah pareil quoi, ça fait partie des manières de se donner de l'énergie effectivement, mais aussi d'être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Quand je dis waouh ça c'est génial, c'est aussi un signal de bah tu peux continuer sur ce ton-là parce que tu sais que ça va me plaire quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. Ben voilà. Oui. C'est prosopopée aussi. Il y a longtemps avec les jetons que tu donnes. Je sais plus comment ils s'appellent dans le jeu, mais les jetons que tu donnes quand tu trouves une proposition d'un autre joueur belle ou inspirante ou juste cool. Et ça c'est toujours bien, ouais. Voilà, pour moi, on a fait un peu le tour de comment on a pu mener cette partie. Je sais pas si tu avais des choses, toi, à ajouter par rapport à la partie, par rapport à des conseils ou une spécificité de cette partie-là par rapport à d'autres que tu as pu jouer. Est-ce qu'il y avait des choses Écoute, là, comme ça, spontanément, j'ai rien qui me vient, à part que c'était vraiment très chouette comme partie. Peut-être la spécificité de cette partie, et ça m'a fait plaisir de voir que le jeu tournait à 3 parce que c'est une configuration que j'ai pas souvent. C'est vrai qu'en général, moi, j'y ai plutôt joué à 4 ou 5. Et en fait, c'est pas forcément. Il n'y a pas de moins bien ou de mieux. Parce qu'à 4 ou 5 il peut aussi y avoir cet effet de. Bah, il y a quelqu'un d'autre autour de la table qui va bien avoir une idée ou qui va bien gérer tel rôle parmi tous ceux que tu mentionnais. Donc là, le fait d'être 3 je trouve que c'est intéressant aussi. Parce que là, il y a le côté. Ok, en fait, il faut forcément être là. Parce que si je suis pas là, il n'y a que 2 autres personnes qui vont assurer, quoi. Je serais curieux d'ailleurs de savoir à quel point ça a une incidence sur la durée de la partie. Tu vois, notre partie n'était pas très longue, ce qui n'était pas du tout un regret, hein, mais je me dis, est-ce que quand on est 3 donc du coup, bah, on a plus à fournir en termes d'énergie, d'attention, etc. Est-ce qu'on n'a pas tendance à faire une partie plus courte parce que c'est plus fatigant, justement, c'est plus demandant en énergie, je sais pas. Je tiens aussi à préciser que si là on n'a pas forcément évoqué beaucoup Lisa, elle a quand même eu un rôle tout à fait déterminant dans la partie. C'est juste qu'elle a eu pas mal de soucis un peu de connexion et puis des soucis aussi pour gérer de son côté quoi. Donc voilà, c'est juste, je voulais préciser ça dans le débriefing afin qu'on n'estime pas qu'elle était mise de côté de façon. Non, complètement, surtout qu'elle est bien plus punk que moi. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup pour cette discussion, pour ce petit débriefing sur la partie. Bah, écoute, avec plaisir, et merci encore à toi pour la partie et pour l'invitation. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres aventures, peut-être dans d'autres univers. Avec Bon plaisir. courage, en tout cas pour le financement à venir. Ou en cours. En cours. Merci. Ciao.